mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Madame Diouf, Marie-Bernadette Ami-Ndione, juriste, professeure de technique administrative. Vous êtes, Madame Diouf, secrétaire générale de l'Association internationale des femmes francophones, membre du conseil d'administration de l'AJS, c'est l'Association des juristes sénégalaises. C'est un plaisir, encore une fois, de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayoumar, c'est un plaisir renouvelé de venir participer à cette grande émission de dimanche matin. Je profite de l'occasion pour souhaiter un très saint temps de carême à toute la communauté catholique, aussi une bonne continuation pour le ramadan aux musulmans. Et c'est une coïncidence heureuse que l'ensemble des croyants du Sénégal sont engagés dans une profonde démarche de foi. Puisse le Seigneur nous aider ensemble à cheminer dans le droit chemin et que puisse le Seigneur exaucer toutes nos prières durant ce temps de dévotion. Oui, c'est également là la manifestation de notre vivre ensemble en termes de nation. C'est vrai, et c'est ça qui fait le charme du Sénégal. Le Sénégal est un pays avec une particularité exceptionnelle. D'ailleurs, je pense que je fais partie de cette particularité parce que ma mère, elle est musulmane. Cela montre un peu le dialogue islamo-chrétien. Qui est une réalité. Qui est une réalité vraiment au Sénégal. C'est à envier vraiment. Notre bien commun. Alors, le prétexte de cette émission, c'est la femme sénégalaise. La célébration ce 8 mars de la Journée internationale de la femme. Faut-il le rappeler que la Journée internationale des droits des femmes trouve son originalité dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail, mais également le droit de vote. Journée officialisée par les Nations Unies en 1977. De plus en plus, des voix se font entendre pour l'adapter au pays. C'est le cas du Sénégal avec l'événement de Nder, les femmes de Nder qui réclament la célébration le 7 mars. Quel bilan tirer de ce combat de façon générale et particulièrement au Sénégal? Merci beaucoup Bayoumar pour cette question. Je pense que le bilan qu'on pourrait faire et les enseignements qu'on pourrait tirer, c'est d'abord moi, par rapport aux droits des femmes, moi je pourrais diviser ça en 3 grandes périodes. La période précoloniale, vous en avez parlé tantôt, la période coloniale et la période post-coloniale. On peut dire que la période coloniale était une période assez faste pour les femmes, où il n'y avait pas vraiment beaucoup de discrimination, parce que comme vous le savez, nous n'avons pas une tradition patriarcale. Comme vous le savez, le patriarcat a été importé d'Europe. Et beaucoup de gens font cet amalgame, ils pensent que réellement nous avons toujours été des sociétés où la femme était reléguée au second plan, alors qu'il n'en est rien. Nous sommes victimes d'une importation du patriarcat et de l'institutionnalisation de l'infériorité de la femme par le Code napoléonien de 1804. Et c'est à partir de cet instant que toutes les lois fondamentalement discriminatoires ont été prises au Sénégal, et qui est une continuation. À preuve, si vous prenez déjà le décret du 15 juin 1939 avec le colon, qui exigeait l'âge de mariage à 14 ans pour les filles. Vous imaginez? Que vraiment toutes ces lois fondamentalement discriminatoires sont issues de cette période. Et de ce point de vue, ce combat a été longtemps mené par les femmes, mais beaucoup d'avancées ont été notées. Et de ce point de vue également,
il faut partir de Beijing. La 4e conférence de Beijing, aujourd'hui, 30 ans après, là également nécessite un bilan à en tirer, parce que là, ce sont les grandes dates. Et parmi les grandes dates à retenir, il y a celle de Beijing. Et 30 ans après aujourd'hui, quel bilan? Mais il est important aussi de faire un peu, la jeunesse est toujours important, puisque Beijing, c'est la 4e conférence. La première conférence, c'était en 1975, Mexique. Après, on a eu Copenhague en 1980. On a eu Nairobi en 1985 et après on a eu Beijing. Beijing en 1995. Ça a été un tournant. Ça a été un tournant. Pourquoi? Parce que Beijing est le baromètre vraiment pour jauger l'évolution des droits des femmes partout à travers le monde. D'ailleurs, avec la commission de la condition de la femme qui a été créée en 1947, c'est cette commission-là qui, tous les 5 ans, évalue le plan d'action de Beijing. Et quelles ont été les grandes lignes? Les grandes lignes, il y a 12 domaines prioritaires qui ont été évoqués lors de Beijing. Et à chaque fois, on essaie d'évaluer ces 12 domaines prioritaires, que sur tous les plans, sur la participation politique, sur les violences, sur les médias, sur tous les domaines économiques, sociaux, culturels, où en sont les droits des femmes. Et c'est pour cela que Beijing est un moment fort pour nous, pour nous ressourcer et faire un peu l'état des lieux et voir quelles sont les avancées. Oui. Et dire aussi que le Sénégal, nous sommes un pays précurseur, comme je l'ai dit, que la conférence préparatoire est partie du Sénégal. Oui, mais justement, à l'heure du bilan. À l'heure du bilan, je pense que quand même, le Sénégal, on a quand même énormément de lois qui ont été adoptées en faveur des femmes. Je pense que... Parce qu'en réalité, quand on parle des droits des femmes, les gens pensent un peu que c'est une chimère, que c'est une ambition démesurée, que ce n'est basé sur rien du tout. Alors que c'est des instruments juridiques à caractère universel, régional et national qui sous-tendent, qui est le socle de l'argumentaire des femmes. Oui. Et pour cela, je pense que la communauté internationale, il faudrait maintenant faire la distinction entre les instruments universels déjà, et parmi les instruments universels, quels sont les instruments qui ont un caractère contraignant et quels sont les instruments qui n'ont pas de caractère contraignant. Nous avons déjà les instruments qui n'ont pas de caractère contraignant, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire les déclarations. Nous pouvons partir pour la période contemporaine de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et pour cela aussi, ne serait-ce que le vocable a posé problème. Pourquoi c'était une déclaration, on donnait aux femmes la citoyenneté, mais il n'y avait pas les droits qui accompagnent la citoyenneté. Elles n'avaient pas le droit de vote, parce que les hommes ont commencé à voter le 5 mars 1848 et les femmes avec l'ordonnance du 21 avril 1944. Ça veut dire qu'on a eu cette fameuse déclaration, mais les femmes n'avaient pas de droit. Mais aujourd'hui, c'est devenu quand même réalité. Les femmes votent aujourd'hui. Oui, les femmes votent, mais c'est-à-dire un siècle après, au Sénégal, les femmes ont commencé à voter depuis les élections locales du 1er juillet 1945. Ils ont commencé à voter depuis 1945. Elles ont été absentes à la première législature. Il y a eu une représentante à la deuxième législature. 2 représentantes à la 3e législature. Mais pour en revenir un peu par rapport aux instruments, on a eu déjà cette déclaration. Après, il y a eu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Ensuite, il y a eu les 2 pactes. Avant les pactes, plutôt, il y a eu la Convention des droits politiques des femmes en 1952. Beaucoup de gens oublient, mais déjà en 1952, il y avait la Convention des droits politiques. Après, nous avons la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui a été votée en 1979, entrée en vigueur en 1981 et je pense qui a été ratifiée au Sénégal en 1985. L'environnement dans lequel le Sénégal s'est toujours évertué. Si vous prenez les 4 constitutions du Sénégal, c'est-à-dire la constitution de 59,
la Constitution de 60, la Constitution de 63, la Constitution de 2001, toutes ces constitutions prônaient le principe d'égalité. Et mieux encore, en 2001, sur la Constitution, on a écrit que le préambule était partie intégrante de la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les conventions que je viens de citer à caractère universel et régional n'ont plus une valeur conventionnelle, mais elles ont une valeur constitutionnelle parce que, étant dans le préambule, et nous savons que le préambule est une partie intégrante depuis 1971 avec la décision du Conseil constitutionnel français et 1993 au Sénégal. Vous avez expliqué le processus en mettant l'accent sur la particularité du Sénégal dans ce combat que mènent les femmes, mais justement en rapport avec la thématique de la célébration de ce 8 mars, thématique intitulée « Toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation ». Le président Bassirou Diomaye Faye exprime sa volonté de renforcer l'autonomisation des femmes en mettant en place des plans d'action visant à soutenir l'entrepreneuriat femme et à améliorer les conditions de vie des femmes, notamment en milieu rural. Aujourd'hui, avec cette thématique, qu'en est-il réellement au Sénégal? Au Sénégal, je pense que quand même, on a, sur le plan du droit, je pense qu'on a... il y a énormément d'avancées qui ont eu lieu parce que, comme je l'ai invoqué tantôt, déjà, toutes les constitutions du Sénégal prônaient un rapport égalitaire homme-femme. En plus de ça, il y a eu aussi énormément de dispositions législatives, réglementaires en faveur des femmes. Les femmes peuvent actuellement transmettre la nationalité depuis 2013. Les femmes, il y a l'équité fiscale en 2008. Il y a aussi 2006, la femme peut dorénavant maintenant prendre en charge son conjoint et ses enfants. Il y a la loi révolutionnaire en 1999 qui a été prise sous le régime du président Diouf, qui déjà en 1997 avait vraiment pris position lors du congrès pour fustiger l'excision. Et c'est à partir de 2 ans après, c'était en 1997 qu'il avait dit qu'il était important d'écarter et de bannir cette violation flagrante des petites filles. Et c'est à partir de 1999 qu'on a eu la loi 99-05 du 29 janvier qui modifie certaines dispositions du code pénal où il y a eu le viol, il y a eu les violences conjugales qui sont réprimées maintenant, l'excision qui est réprimée. Vu aussi le contexte culturel et social, c'était quand même une loi assez révolutionnaire qu'on a eue en 1999. Et 20 ans après, on a eu la loi qui criminalise aussi le viol. En 2021, on a eu aussi une loi, pour moi aussi très importante, sur le statut des femmes enceintes. Et il y a le décret qui permet dorénavant de mettre en place des crèches dans les services qui ont 25 femmes. Ça, je pense que c'est une innovation. Maintenant, pour en revenir à ce que son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dit d'enforcer l'entrepreneuriat. D'enfoncer l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il faudrait là faire la part des choses, qu'il y a d'abord les besoins pratiques, les besoins pratiques des femmes, comment accéder à plus l'eau, alléger les travaux, l'énergie, l'eau. C'est ça les besoins pratiques. Surtout en milieu rural. Surtout en milieu rural, comment on va... Et d'ailleurs, la circulaire qui a été prise par le ministre de l'Agriculture en 2018 a été confirmée le 15 mai, si je ne m'abuse, 2024, par l'actuel ministre
de l'agriculture pour vraiment lutter contre les disparités genre qui existent dans les activités agricoles. Ça aussi, c'est un fait. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faudrait qu'on puisse faire la distinction entre ces besoins pratiques et les intérêts stratégiques. C'est bien, il faut qu'on s'occupe des intérêts pratiques, c'est-à-dire accès à l'eau, mais l'intérêt stratégique, comment on va faire pour corriger maintenant toutes ces formes de discrimination qui plombent l'éclosion du talent féminin. Oui, justement, les avez-vous identifiées, ces discriminations, et quelles solutions Oui, je pense que ces discriminations ont été déjà planifiées par les différents référentiels. Je pense que, comme vous le savez, le Sénégal on est à notre 5e référentiel. Maintenant, c'est le 6e avec la vision Sénégal 2050. Mais il y avait déjà le plan d'action de 1982. Ensuite, il y a eu le plan d'action de 1997 qui, en conformité avec le plan d'action de Beijing. Après, il y a eu 2005-2015 la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre. Ensuite, en 2016-2026, il y a ce qu'on appelle la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre SNEC 2. Et il y a la stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes, la SNAEF aussi. Et si vous regardez un peu cette stratégie-là, qui avait fait ce diagnostic pour voir un peu le problème d'autonomisation des femmes, et vous allez vous rendre compte que comment on a défini là-bas l'autonomisation par rapport à l'emploi salarial et par rapport à l'entrepreneuriat. Où sont les activités où on retrouve les femmes? On s'est rendu compte que les femmes, on les retrouvait dans les secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat. Et elles étaient absentes au niveau de l'industrie, énergie. Là, les femmes n'étaient vraiment pas n'étaient pas présentes. On s'était rendu compte aussi que 68% du cheptel appartenait aux hommes, que le salaire minimum des femmes était de 68 000 et le salaire minimum des hommes était de 108 000. Vous avez vu la différence. Oui. Et vous avez vu après l'audit de la fonction publique aussi qui a été faite en 2014. Les femmes représentent 23%, c'est-à-dire qu'ils sont dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'il y a énormément aussi d'efforts à faire. Oui. Alors, par rapport à la vision 2050, est-ce que tout ce que vous avez identifié comme problème sont intégrés dans la vision 2050 comme solution? Je pense très sérieusement que ces problèmes sont intégrés dans la vision 2050 qui à long terme, parce que vous savez, comme on dit, l'État c'est une continuité. On avait déjà commencé des politiques et qu'en matière de promotion des droits des femmes, je pense qu'énormément de choses ont été faites, même si encore il reste beaucoup de choses, mais c'est toujours on continue, on renforce. Mais il faut dire que pour ce qui reste, c'est plutôt les dispositions qui ont un caractère social, des dispositions à caractère problématique, et c'est ça qui pourrait poser problème. Parce que plomber le processus. Vous savez pourquoi? Parce que la règle de droit ne peut pas aller plus vite que la règle sociétale. Et alors? La règle de droit ne peut pas aller plus vite que la règle sociétale. Et que l'État, en réalité, avant de prendre une disposition, est obligé de prendre en compte les positions des uns et des autres. Alors, prenons l'exemple du Code de la famille, aujourd'hui qui pose problème également. À votre niveau, avez-vous analysé justement ces contraintes et quels sont vos besoins dans le cadre justement de ces réformes? Oumar, moi je pense que déjà pour le Code de la famille, il faudrait y réfléchir avec beaucoup de lucidité et énormément d'auteur. Quelles sont les attentes des femmes? Oui, c'est-à-dire que nous, on a déjà des attentes qui sont légales, qui sont légitimes. Déjà, il y a l'article 152 du Code de la famille.
sur la puissance maritale. Il y a l'article 153 sur le choix de la résidence. Il y a l'article 111 qui, pour le relèvement de l'âge du mariage. Il y a l'article 196 sur l'interdiction de recherche de paternité. Il y a. Mais par contre, Baye Oumar, là, je voudrais qu'on reparte un peu vers le passé pour comprendre dans quel contexte ce code a été fait. Et si vous regardez un peu l'histoire politique du Sénégal, vous allez vous rendre compte que on n'a jamais touché au code de la famille. Toutes les réformes en faveur des femmes, on a touché le code pénal, on a touché le code de la nationalité, on a touché le code des impôts, le code des collectivités territoriales, mais on n'a pas encore touché le code de la famille. Vous savez pourquoi? Parce que ce code, vu déjà comment on l'avait... Ça a été fait... ça a été fait parce que... Par consensus, non? C'était pas... En fait, ça a été géré intelligemment quand même. Ça a été géré intelligemment, oui. Mais il faut dire que la commission a été mise en place en 1961. Oui. Le code, on a voté le code en 1972. Oui. Et depuis... Ça fait 12 ans. Ça a pris au moins 10 ans de discussion, de dialogue. Oui. Et il faut dire que les religieux à l'époque, oui. ils n'étaient pas d'accord. Ah oui? Les religieux n'étaient pas d'accord par rapport au code. Et si vous lisez le discours du ministre monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice de l'époque, M. Alioune Badara Mbengue, lors de son discours d'installation du comité d'option le 26 mars 1966, qui était dirigé par feu Kéba Mbaye, et parmi les membres, il y avait Maître Abdoulaye Wade. Ils étaient 32, hein, et il n'y avait aucune femme, il faudrait quand même préciser cela. Il disait qu'en fait, nous sommes en face d'un statut moderne avec plusieurs autres statuts particuliers qu'on peut regrouper en 3 parties, les statuts islamisés, les statuts chrétiens et les statuts animistes. Et l'objectif était d'unifier ces 3 positions. C'était pas facile. C'était pas évident. C'était pas évident. Oui. Et c'est pour cela que vous allez voir, par exemple, pour ce qui concerne le domaine matrimonial chez les musulmans, on a pu mettre la polygamie avec les 4 femmes qui existent. Vous allez voir que la monogamie est irrévocable. Si vous faites le choix de la monogamie, c'est irrévocable. Pour la position des catholiques. Parce que vous savez, les catholiques, le mariage, il est la monogamie, l'indissolubilité du mariage, la fidélité, ce sont des conditions qui sont cumulatives et non alternatives. Et on a essayé maintenant d'équilibrer un peu. Vous avez vu aussi que pour la succession aussi, un peu, on peut choisir la succession de droit musulman. Vous avez vu aussi que on a essayé de prendre en compte toutes les communautés au Sénégal. C'est pour cela qu'il est difficile maintenant d'y revenir. Et je comprends un peu la pause. C'est pour ça que c'est difficile parce que c'est très sensible. C'est très sensible parce que... Et comment gérer tout ça et comment gérer tout ça, une réponse consensuelle? Je pense qu'il sera, en mon humble avis, parce que j'ai eu la chance quand même d'être à la fois peut-être technicienne, parce que j'ai fait pendant 8 ans, j'ai été conseiller technique chargé des affaires juridiques au ministère de la Femme. J'ai assisté à beaucoup de comités. Ce n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Hein. D'ailleurs, pour vous dire, hein, en 2016, il y avait déjà un comité qui avait identifié toutes les normes discriminatoires. Non, les initiatives sont prises depuis, mais matérialiser pose problème. Parce que vous avez vu, à côté, il y a à la nature du Sénégal comme pays assez spécifique. Oui, c'est lié parce qu'il y a la dimension religieuse qui est très importante. Nous sommes un pays à 99% de croyants, c'est-à-dire qu'il y a des musulmans, il y a des catholiques. Et déjà, les religieux, ils n'étaient pas très, très d'accord. Pour eux, le code de la famille ne répondait pas très souvent aux exigences de l'islam. Et pour les féministes, ils se diront, mais non, ce code aussi ne répond pas aux exigences d'un état de droit.
Parce que l'état de droit, c'est un état qui prône l'égalité, comme on le dit. Il y a le principe d'égalité, il y a le principe du respect de la hiérarchie des normes et de l'indépendance de la justice. Je viens de vous expliquer que tous les instruments juridiques à caractère universel, régional et national militent en faveur de l'égalité. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, la règle de droit ne peut pas aller plus vite que la règle sociétale. Moi-même, il y a des positions, quelquefois, je suis même quelquefois avec les religieux, hein, même parce que je sais que avant d'être militante, je suis catholique de confession. Si ma religion m'interdit certaines choses, je ne peux pas venir dire il y a beaucoup de cas, par exemple sur l'avortement, l'Église est catégorique, les musulmans sont catégoriques. Et je pense que ce sont ces questions-là, si vous les posez, vous n'avez pas d'argument. Et maintenant, quel est l'autre argument? C'est la technicité. Comment on va matérialiser cela? Ça aussi, c'est un autre problème. Parce qu'on vous dit qu'il faut 3 mois, 90 jours, pour pouvoir procéder à ça. Comment vous pouvez le faire? Et maintenant, allez voir les pays qui l'ont fait. C'est le Bénin. C'est comme si c'est presque une légalisation normale. Hein. Il faut aller lire. C'est pour ça que je dis que c'est très difficile. Il faudrait beaucoup de réflexion. Et comme ça a pris du temps, et c'est un code qui nous a permis de consolider notre vivre ensemble, je pense qu'il est un peu... Mais par contre, il y a des innovations qu'on peut faire qui ne touchent pas fondamentalement aux besoins sociologiques. Et là, je ne pense pas que les imams, quand on va augmenter le nombre de femmes dans le gouvernement, quand on va autonomiser encore plus de femmes, c'est ça. Mais si maintenant on veut attaquer carrément le code de la famille... C'est pas très évident. C'est pas très évident parce que en face... Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faudrait peut-être respecter toutes les positions. L'imam ou le prêtre, il vient, il nous dit, il nous donne la position des livres saints. Nous, on donne la position du code, de notre charte fondamentale. Bon, c'est un peu ça. Comment on pourrait arriver à concilier les deux? C'est possible quand même. C'est possible. Vous savez, le Maroc, qui est un pays... qui a comme religion d'État l'islam. Hein? Ils ont réformé le premier code de la famille du Maroc, c'était en 1957. Ils ont réformé en 1993. En 2004, ils ont réformé. Mais quand ils ont réformé, par exemple, l'âge du mariage a été relevé. Ils ont quitté 15 ans pour arriver à 18 ans. Mais ils ont laissé la disposition que la femme musulmane ne puisse pas se marier avec un homme musulman. C'est toujours dans le... Et là-bas aussi, ils ont corsé les conditions pour la polygamie. C'est pas comme le Sénégal où la polygamie est un acte unilatéral, alors que pour le Maroc, c'est pas évident. C'est pas le cas. C'est pour dire que ça dépend. Mais comme ici, nous, c'est assez difficile, on est obligé de concilier les positions des uns et des autres, et c'est avec beaucoup de respect. Moi, j'ai beaucoup de respect pour chaque position. Privilégier, justement, le dialogue. La recherche de consensus, la concertation. Parce qu'en réalité, c'est pas forcément qu'on veut être forcément chef de famille, mais c'est surtout les désagréments que les femmes rencontrent quand elles voyagent quand on voyage avec votre enfant. Vous ne pouvez pas partir avec votre... parce qu'il faut l'autorisation du père. Je pense qu'on pourrait peut-être trouver des solutions alternatives au niveau de l'aéroport, parce que en réalité, même vous, Oumar, si je vous pose la question de savoir quelle est la personne centrale dans votre vie, vous allez me dire c'est ma mère. Évidemment. Voilà, et c'est ça, et nous tous, c'est ça. Alors, comment maintenant on doit avoir... Pour vous, c'est discutable? Non, mais ça veut dire que non, mais pour les gens, c'est discutable. Parce que si nous, on veut maintenant... il faut une autorisation quand tu dois sortir avec ton enfant. Alors que nous, on sait que tous les hommes, ça c'est à l'unanimité, hein. Ils ont la personne centrale, la personne qui s'occupe, ce sont les femmes.
Alors, je pense qu'on pourrait... Mais il y a toujours une solution. Il y a une solution. Il faut la trouver, c'est tout. Et surtout le dialogue et qu'on puisse parler. Et je voudrais aussi, Baye Oumar, préciser une chose, parce que très souvent, les gens parlent du protocole de Maputo. Le protocole de Maputo, ce n'est pas un instrument de blanc, c'est le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes. C'est important parce que beaucoup de gens pourraient penser que c'est un truc des Toubab, alors que si même vous interrogez l'histoire politique des Blancs, vous allez vous rendre compte que nous, il n'y a même pas photo entre les Blancs et nous par rapport à l'égalité de genre, parce que nous, il faut vraiment voir les articles du code napoléonien où les femmes n'avaient pas, tu pouvais pas, étaient considérées comme des incapables, ne pouvaient ni acquérir, rien faire sans l'autorisation du mari. Alors, nous parlons maintenant justement du combat que mènent les femmes dans le cadre justement de l'accès à des postes de responsabilité et surtout sur le plan politique également avec la parité qui a été adoptée aujourd'hui. Il y a nécessité, beaucoup veulent revenir sur cette loi-là. Aujourd'hui, est-ce que vous en êtes et quelle est la conduite à tenir? Moi, je pense que la loi sur la parité, je pense qu'a été l'acquis majeur, mais qui a pris aussi énormément de temps avant d'être votée. Je pense que le COSEF, qui est l'association de référence pour cela, d'ailleurs qui, je pense, si je ne m'abuse, doit fêter ses 30 ans, je profite de l'occasion pour leur souhaiter vraiment un joyeux anniversaire. Tout juste pour dire que ça a pris du temps avant qu'on en arrive ici. Et comme je l'ai dit tantôt, la légalité de la parité n'est plus à démontrer. Ce sont des instruments et nous avons eu la chance d'avoir d'excellents taux. En 2012, nous avons eu 42%. En 2017, nous avons eu 43%. En 2022, nous avons eu 47%. En 2021, nous avons eu 41%. On a un peu chuté. Et c'est normal parce que pour les départements où il y avait que on devait investir une femme, ils ont investi des hommes. Et pour les plus forts restes aussi, c'est les hommes qui sont passés. Et que reste-t-il maintenant de cette loi? Je pense que cette loi, nous, la partie politique, je pense qu'il est important déjà que l'Assemblée nationale puisse réformer déjà son règlement intérieur pour qu'on ne puisse plus avoir des bureaux qui ne soient plus paritaires. Et ça, je pense que c'est tout à fait possible de dire que le président fait partie, pour éviter tout amalgame, que si le président est un homme, que le premier vice-président, c'est une femme. Et qu'on l'écrive clairement dans le règlement intérieur, qu'on puisse aussi réformer quelques articles du Code des collectivités territoriales, mais surtout, Baye Oumar, revenir sur l'article 7 de la Constitution. C'est l'article 7 de la Constitution qui nous donne le pouvoir, pas le pouvoir, qui dit que la loi favorise l'égal accès aux fonctions et aux mandats. Et cet article-là, sur le plan électif, nous l'avons réussi. Mais sur le plan des nominations, comme vous l'avez dit, il reste beaucoup à faire. Et comme vous le savez, le Sénégal a été indépendant en 1960 et nous avons eu l'entrée des femmes dans le gouvernement 18 ans après notre indépendance, en 1978. Et après, les taux n'ont pas varié. Et si vous voyez les taux qu'il y a eu, vous pouvez le voir dans le rapport de l'Observatoire national pour la parité. En 2011, on a eu pour toute l'année, toutes les nominations du Conseil des ministres, c'était 13%. En 2012, on était à 10%. En tout cas, le taux le plus bas que j'avais vu, c'était en 2013, on avait 8%. En 2020, on était à 17%. Et je pense qu'il est temps... Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités? Je pense que c'est là, je pense qu'il serait quand même... Le Mali l'a fait, ils ont une loi qui dit que 30%. Je pense qu'on pourrait quand même proposer une loi qui permette à 30% de représentantes de femmes. Il faut dire aussi que les femmes ont occupé des stations assez stratégiques, la primature. Ils ont occupé aussi des
des ministères de souveraineté tels que les finances depuis 1998 avec la dame Aïssatou Niang, je pense. Après, Madame le ministre Sarr est venue, Oulimata Sarr, à l'économie. On a eu Mme Aïssata Tall Sall aux affaires étrangères. On a cette fois-ci Mme Yacine Fall, Mme le ministre qui est aux affaires étrangères. Nous avons aussi la justice, où Mme Aïssata Tall était là-bas, Mme Aminata Touré était là-bas, Mme Mama Diorboy qui a été là-bas, a été à la primature, comme Aminata Touré aussi, Mme Aminata a été à la primature. Maintenant, je pense que ce qui reste, c'est l'intérieur. Le ministère de l'Intérieur, on n'a jamais... C'est les deux ministères de souveraineté qui restent, c'est le ministère de l'Intérieur et la Défense. Mais dire aussi que la directrice de cabinet du ministre des Forces armées est une dame. C'est-à-dire qu'on est en train de venir et qu'en 2023 aussi, on a nommé une femme générale. Ça veut dire que les choses dans le commandement territorial aussi, ça bouge, mais ça reste encore, et ça, il faudrait une bonne mobilisation des femmes. Et selon vous, qu'est-ce qui reste en termes de perspective? En termes de perspective, comme je l'ai dit, hein, l'article 7, vous savez, nous, la Constitution au Sénégal, on l'appréhende simplement sous l'angle exercice, conquête, dévolution du pouvoir. Et il n'y a que ça qui intéresse les Sénégalais, le mouvement du 23 juin, Arsène élection. Mais quand il s'agit maintenant du respect des droits humains, pour eux, la Constitution ne s'occupe que des questions politiques. Alors que la Constitution aussi règle des questions de droit. Et nous... Et d'égalité. Et nous avons 8 articles de la Constitution qui nous permettent l'égalité. L'article 1er, l'article 7, l'article 15, l'article 17, l'article 18, 19, 22 et 25. Oui, qu'est-ce qui empêche et d'ailleurs, la réalisation? Et ce n'est pas une compétence, ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire, c'est une compétence liée parce que c'est la Constitution. Mais dans la pratique, vous voulez dire qu'il y a des problèmes? Dans la pratique, voilà, dans la pratique. Et je pense qu'on attend, si vous voyez, à chaque fois qu'il y a une alternance ou quoi, il y a toujours une... Vous savez, le président Wade, il est venu, il a été le 19 mars 2000. Après, on a eu le 22 janvier 2001, on a eu le vote de cette constitution, la constitution du 22 janvier 2001, qui dispose que le préambule fait partie intégrante de la constitution et qui donne aux femmes ces 8 articles qui sont en faveur des femmes. Et ça, c'était du temps du président Wade. Après, il a mis le 2004 que l'éducation était obligatoire pour tous de 6 à 16 ans, l'équité fiscale, il a amené la loi sur la parité. Il a fait énormément de choses. Et avant même la première, il avait fait. Le président Macky, quand il est venu... A tenté aussi. Pardon? Le président Macky a tenté aussi. Oui, le président Macky Sall aussi, qu'il est venu en 2012, il a matérialisé, parce qu'on avait, en 2010, on avait voté la loi sur la parité, mais c'est avec le président Macky qu'on a matérialisé ça. La première fois qu'on a tenté, c'était en 2012, le Sénégal était classé 2e au rang mondial, 2e en Afrique et 6e au rang mondial. Et pour moi, Baye Omar, ça c'était exceptionnel parce qu'on a montré à la face du monde que l'Afrique pouvait montrer la voie. En termes de représentation. En termes de représentation. De la femme, dans les instances politiques. Dans les instances politiques. Et on est mieux classé que les pays qui nous demandent d'être égalitaires. On est présentement, le Sénégal est à la 23e place, la France occupe la 45e, l'Italie 58e, Canada 59, États-Unis 77. Ça veut dire que on a fait énormément de choses. Et je disais qu'après ça, il a fait la loi sur la nationalité qui permet et d'autres. Maintenant, on attend aussi, et c'est ça, on attend aussi que le président Bassirou Diomaye aussi puisse faire d'autres grands bonds en avant dans la participation
des femmes. Vous avez une femme au département des sports. Oui, et qui est une innovation. On a une femme au département des sports qui est une... Et d'ailleurs, ça, c'est une prouesse mondiale. Hein. Si vous voyez les statistiques, il y a peu de femmes dans ce département-là. Ça aussi, c'est une prouesse que ce département-là a fait. Ils ont pris aussi une circulaire pour consolider, pour l'allègement des femmes. Et aussi un peu dédouaner pour dire que ce qui reste, c'est à peu près les dispositions à problème. Et ces dispositions-là, l'État ne peut pas... Et pour vous, quelles sont ces dispositions à problème? Aujourd'hui, pour rappeler que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Madame Diouf, Marie-Bernadette Amignon, juriste, professeure de technique administrative, secrétaire générale de l'Association internationale des femmes francophones et membre du conseil d'administration de l'AJS, Association des juristes sénégalaises. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes identifiées? Il n'y a pas de contraintes de droit. Mais c'est des contraintes sociologiques et religieuses. C'est-à-dire que quand on propose, il y a ce qu'on appelle la légalité et la légitimité. Oui. En termes de contraintes, aujourd'hui, il y a aussi les violences faites aux femmes. Oui, il y a beaucoup de violences faites aux femmes et je pense qu'il y a des dispositions qui sont déjà prises, mais c'est par rapport à l'effectivité de ces dispositions-là. Parce que si on prend des lois et que ces lois ne sont pas respectées, ça n'a pas de sens. Maintenant, le véritable challenge, c'est comment on surtout dans le cadre du viol. Voilà, comment on va arriver à ce que vraiment qu'il y ait cette effectivité des lois. L'accès aussi au foncier. L'accès au foncier, vous savez, l'accès au foncier, techniquement et juridiquement, oui, mais vous savez, juridiquement, il n'y a pas de problème. Hein. Toujours, c'est des considérations sociologiques qui plombent ça, mais juridiquement, il n'y a pas de discrimination. Mais c'est sûrement juridiquement comment est faite la répartition. Mais vous vous rendez compte que techniquement, on a tous les outils. Mais quelquefois, c'est un peu les problèmes sociologiques qui posent. Oui, quand même, il y a des actes qu'ils ont posés, des initiatives prises, notamment pour alléger la femme dans des périodes comme celui du Ramadan ou du Carême, le fait qu'elle descende à 16 heures, par exemple. Comment vous l'appréciez-vous? Oui, bon, ça, c'est ça. Bon. L'allègement des femmes dans des périodes aussi importantes comme le Ramadan ou le Carême. Oui, pour moi, c'est une bonne initiative. Mais bon, ça, c'est simple. Bon, pour moi, c'est pas... les choses ont tellement changé. Nous sommes dans un monde où les choses ont tellement changé que c'est peut-être la pause qu'on a réduite. Hein. Mais c'est quand même de bonnes initiatives pour nous permettre... Parce que n'oublions pas aussi que... On vit en famille. On a l'obligation d'être mère, épouse et femme et travailleuse. C'est pour cela que c'est un peu difficile. Hein. Alors, une dernière question aujourd'hui. Dans le combat, sur le plan politique, mais dans les instances, pour dire tout simplement, l'engagement des femmes dans les instances politiques depuis réalité et perspective aujourd'hui, nous sommes en 2025. Le combat pour la représentation, l'accès des femmes dans les instances de décision également, et même dans les instances économiques également. Avez-vous l'impression finalement que le bilan est satisfaisant ou il y a encore des défis à relever? Il y a énormément de défis. Mais aujourd'hui, il y a une existence de la présence féminine. Oui, dans les instances économiques. Dans les instances économiques, dans les instances politiques. Vraiment, ça, il faut vraiment que nous puissions corriger. Et c'est là aussi qu'on attend un peu le gouvernement pour qu'il y ait beaucoup plus de responsabilités. Et d'actes. Et beaucoup d'implication des femmes, qu'on puisse impliquer les femmes. C'est important. Et qu'on puisse faire le Jubal Jubanti, qui est exceptionnel. Mais parce qu'on est à l'heure de la reddition des comptes. Oui, quelle est la place de la femme dans ce combat et surtout dans cette doctrine gouvernementale Jubal Jubanti? Moi, je trouve que c'est une pertinente chose. Et c'est un problème, ce n'est pas l'apanage simplement du Sénégal, mais c'est un peu l'Afrique. On a 3 problèmes. On a le problème de la patrimonialisation, on a le problème du népotisme, et on a le
le problème du NEPO et de la gabégie. Alors, en dernier mot, en ce jour de célébration, mais également ce combat mené par vous les femmes, aujourd'hui le dernier mot. Le dernier mot, Baye Oumar, c'est une citation du président Léopold Sédar Senghor qu'il avait fait lors de son discours à l'ouverture des cours des tribunaux. Il disait qu'il invitait tous les Sénégalais à faire une révolution intérieure et regarder le monde d'un œil nouveau et se convaincre que la femme et l'homme, ils sont égaux, et ils ont la même dignité et partant des droits rigoureusement égaux. Et si nous partons de cela, je pense qu'on peut bâtir un Sénégal de paix, un Sénégal de cohésion où presque la moitié de la population ne sera pas en rade, mais qu'on va marcher ensemble pour relever les défis qui nous attendent. Je sais qu'ils sont assez nombreux, qu'ils nous donnent la force, la paix, et que nous continuons dans la paix, dans la sérénité, le carême et le ramadan, et que toutes les prières que nous aurons formulées pour la paix, pour la stabilité du pays, aussi pour les gouvernants, pour que le Seigneur les guide, les aide à atteindre leurs objectifs, pour que nous tous, que nous ayons la paix dans nos familles, dans nos cœurs, dans le Sénégal, dans le monde et un peu partout. N'est-ce pas là une belle union que de voir hommes et femmes main dans la main, comme justement la manifestation de ce mois de carême, ce mois de Ramadan, pour montrer tout simplement notre bon vouloir de vivre ensemble. Merci encore une fois. Merci Baye Oumar, plaisir renouvelé et vive les femmes. Bonne fête à tous. Merci. Bonne fête à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Elle a été notre invitée, Madame Diouf Marie-Bernadette Ami-Dione, juriste, professeure de technique administrative, secrétaire générale de l'Association internationale des femmes francophones, membre du conseil d'administration de l'AJS. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite sur la 98.5. Un grand bravo à l'équipe digitale. Gardez l'écoute. Dans une poignée de secondes, place à El Hadji Malick Ndiaye et son invité. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé